Eva Valérie, bonjour. Tu as travaillé récemment au GIEC, alors je ne sais plus exactement jusqu'en quelle année. Les éléments que tu retiens par rapport à la politique internationale et à la perception du GIEC dans la politique internationale, c'est quoi? Alors oui, j'ai porté en fait l'évaluation de l'état des connaissances sur le changement climatique de 2015 à 2023. Et donc moi je définis le GIEC comme une co-construction, c'est-à-dire en fait au départ il y a une expression de besoin de connaissances de la part de représentants des différents pays qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux, questions, positionnements. Il y a une mobilisation très forte de la communauté scientifique pour rédiger ces rapports, les relire avec la démarche de rigueur scientifique qui permet d'établir cet état des connaissances donc sur le changement climatique, comment il fonctionne, les projections futures, les risques et puis les leviers d'action pour s'adapter à un climat qui change ou pour décarboner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le GIEC il ne fait pas une feuille de route, donc il va dire par exemple si vous voulez tenir les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, proche de 1,5 degré, voilà les caractéristiques des trajectoires qui permettent de le faire. Et puis voilà dans chaque secteur, région, système, les leviers d'action qui existent, leur potentiel, leurs limites, leurs effets indésirables, leurs co-bénéfices. Donc c'est ça que fait le GIEC. Moi je pense que ça a fait évoluer fortement la conversation sur les enjeux changement climatique, sur gravité de la situation, avec des impacts qui augmentent, urgence par rapport à des évolutions futures qui sont vraiment pas souhaitables, et puis capacité à agir. Et c'est le point important, capacité à agir côté climat, pour des enjeux humains de sécurité, pour les écosystèmes, avec on va dire un volet économique, un volet social, un volet environnemental. Le GIEC il participe à une forme de diplomatie scientifique et à l'époque, tant que moi j'étais impliquée, tous les pays jouaient le jeu. Certains pays en fait n'ont pas du tout intérêt à sortir des énergies fossiles, ça se voyait très bien. Donc il y avait des approches, on va dire, pour essayer de reformuler des conclusions d'une manière qui les affaiblisse, en rajoutant des mots, en rajoutant des nuances. Mais à la fin, ça faisait un socle scientifique commun reconnu par tous. Et ça a d'ailleurs nourri, au moment de la COP28 et du premier bilan mondial de l'accord de Paris, ça a nourri vraiment une feuille de route de sortie des énergies fossiles, qui était très claire et cohérente avec le constat scientifique. Depuis, la situation a changé. Elle est encore plus tendue. On voit bien que la coopération internationale elle est fragilisée par la guerre en Ukraine, fragilisée aussi par la nouvelle administration américaine qui en fait construit une obstruction inédite par rapport à la sortie des énergies fossiles, l'action pour le climat, l'environnement, la biodiversité, les inégalités, tout ça, et puis qui en même temps fait une attaque inédite sur la science et qui a fait la chaise vide à la dernière session plénière du GIEC, ce qui n'est jamais arrivé avant. Ah oui, d'accord. Ok. J'aimerais citer un grand philosophe de notre temps qui s'appelle Jean-Claude Van Damme. Et grand philosophe qu'il est, il a dit effectivement j'adore l'eau et dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors restons sérieux avec ça, mais est-ce qu'on pourrait vraiment ne plus avoir d'eau finalement? Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans le monde, il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui fait déjà face à de graves pénuries d'eau. Nous, on est en climat tempéré, on n'est pas dans la configuration des régions semi-arides où il y a déjà cette situation qui est grave aujourd'hui. Dans un climat qui se réchauffe, donc on rajoute des gaz à effet de serre, ça piège de la chaleur, on a un cycle de l'eau qui devient plus intense. Parce qu'une atmosphère plus chaude, elle peut contenir plus de vapeur d'eau. Donc ça a tendance en fait à augmenter l'évaporation, la précipitation au niveau mondial. Ensuite, lorsqu'on a des événements pluvieux, lorsqu'on a des passages dépressionnaires, des orages, des tempêtes qui apportent de l'humidité, ça va doper en fait les records de pluie extrêmes. Et donc là, le risque, c'est ruissellement, inondation. Ce qu'on a aussi, c'est quand on a une période sans pluie, une atmosphère plus chaude, elle va doper l'évaporation, la transpiration des plantes. Elle va vider les sols plus rapidement de leur humidité et elle augmente en fait la durée, l'intensité, la sévérité des sécheresses qu'on appelle agricoles. On peut le résumer en disant, dans un climat qui se réchauffe, c'est un cycle de l'eau plus intense, plus variable, avec plus d'événements et de saisons très humides et très secs. Et ça pose des défis tout particuliers. Et si on prend maintenant le cas de la France, ce à quoi on s'attend, c'est des étés plus chauds, nettement plus chauds, plus secs, avec moins d'eau disponible en été. Moins d'eau disponible dans les sols, moins d'eau disponible dans les cours d'eau également. Et donc, est-ce qu'il faut aimer l'eau pour avoir envie d'avoir une eau de bonne qualité? Peut-être qu'on peut aussi simplement aimer les gens. Oui, c'est déjà un premier pas voilà. en tout cas. C'est-à-dire préserver une ressource en eau, sa disponibilité pour tous, pas l'accaparement de l'eau, mais le partage, la qualité de l'eau. C'est aussi un enjeu en fait de santé, c'est aussi un enjeu de justice. Et donc ça dépasse simplement l'eau en tant qu'objet. Donc la question de l'eau, elle est bien sûr liée au changement climatique, mais elle est aussi liée à l'évolution des besoins en eau, par exemple dans des villes quand il fait plus chaud, ou pour refroidir les infrastructures industrielles, à la production agricole avec l'irrigation, donc aussi à ce qu'on choisit de consommer. Et puis enfin, elle est liée à la biodiversité, notamment aquatique, mais aussi les forêts et la vie terrestre. Comprendre, c'est aussi comprendre ces interactions, ces interdépendances. Et ce qui veut dire que par exemple, si on pense à l'adaptation à un climat qui change,
il faut penser l'adaptation pour les besoins humains multiples, mais aussi pour les écosystèmes, de sorte à les préserver. Donc finalement, on pourrait dire que l'eau, elle a une place centrale en fait dans l'adaptation au dérèglement climatique. L'eau, c'est un fil conducteur. Ben oui, c'est ça. C'est un fil conducteur qui est vraiment intéressant et c'est aussi un vecteur de l'injustice climatique dans le monde. Quand on a vu en France en 2022 de nombreuses communes qui n'avaient plus d'approvisionnement en eau potable, C'est vrai. on voit à quel point c'est vital. Des situations dans les Outre-mer, à Mayotte et ailleurs, où la question de l'eau, elle est liée à la dignité humaine. C'est-à-dire ne pas avoir d'eau courante, pas avoir d'eau de bonne qualité, ça sape tout ce qui est le fondement de base des besoins humains. Est-ce que faire pipi sous la douche, au milieu d'autres initiatives qu'on pourrait avoir, est-ce que ça va vraiment nous permettre de sauver la planète? Est-ce qu'il faut partir de là finalement? En fait, il y a besoin d'actions structurantes à tous les niveaux. Et moi, j'aime bien souligner l'importance de sa responsabilité personnelle, ne pas gaspiller, avoir une sobriété des usages. Mais il y a aussi le besoin d'actions structurantes, collectives, donc de politiques publiques, de cadres réglementaires, qui jouent aussi un rôle important. Et puis il y a ce rôle des infrastructures. Les infrastructures, leur qualité, leur entretien qui est important. Dans le monde industriel, l'usage de l'eau urbain, la qualité des réseaux, le fait de ne pas avoir de fuite, par exemple. Et puis il y a aussi le plus gros usage de l'eau en été, notamment c'est pour l'irrigation. Donc c'est notre alimentation. Et donc ça pose des questions transverses à tous les niveaux. Puis il y a aussi en fait le commerce lié à l'eau. C'est-à-dire quand on importe par exemple des produits agricoles, on importe aussi indirectement de l'eau, parfois de régions qui sont elles-mêmes en situation d'aridification. Donc on voit qu'il n'y a pas un seul levier d'action. Si on s'adressait par exemple à un étudiant, quelle que serait la meilleure manière de lui donner un levier d'action justement pour agir sur ces questions de l'eau et de manière plus globale du climat? Il n'y a pas une seule recette C'est en certain, réalité. c'est certain. Peut-être prendre ce fil, trouver quelque chose que vous aimez, qui vous parle. Ce qui se passe du côté de l'eau, c'est économiquement très important. Et ça avait été très clairement vu lors de la grande sécheresse de 2022 qui avait entraîné un débit du Rhin particulièrement bas et qui avait affecté l'activité économique à grande échelle, notamment en Allemagne. Et donc c'est aussi peut-être comprendre, quand on est étudiant, qu'on s'intéresse plus aux dimensions économiques par exemple, à quel point cette question de l'eau, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de sécurité. Absolument. Et parfois même un enjeu de souveraineté. Il faut d'abord comprendre l'environnement dans lequel on vit avant d'effectivement essayer voilà, c'est ça. d'agir dessus. Exactement. Et après, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous intéresse? Dans quoi vous avez envie de mettre vos efforts? Dans quoi vous avez envie d'acquérir des compétences? Et moi, je me souviens, par exemple, à Paris-Saclay, à l'université, on avait fait un tronc commun de formation sur les enjeux transition écologique. Je me souviens, par exemple, d'étudiants en sport qui avaient des questions super concrètes dans le monde du sport, le monde professionnel du sport, qui avaient envie, eux, de porter justement des transformations de pratiques, d'organisation, et qui cherchaient à se former pour être plus performants sur ces sujets-là. Pareil, dans les professions de santé, il y a beaucoup d'enjeux croisés, santé et climat. Mais souvent, dans les formations de santé, on n'a pas les formations aux enjeux climat ou autres. Et donc, s'interroger, prendre un fil, le suivre. Le fil de l'eau, c'est joli. Ça va de la montagne à la mer, en fait.